Bonjour les gens, ce Je dirais même plus numéro 34 est notre dernière, c'est les vacances, yes. Je dirais même plus, l'émission avec votre heure hebdomadaire sur la bande dessinée depuis la rosissante Perros-Guirec, qui est plutôt turquoise de ses plages d'ailleurs. Avec nos 4 précieuses et précieuses sociétaires, Clotilde, André, Benoît et Damien, et 80% de l'effectif en plateau, c'est la teuf. Et nous vous avions promis un chevalier pour cette dernière. Eh ben, il est parmi nous. Bonjour Jean-Claude Fournier, chevalier. Bonjour. Tout baigne ? Ouais, pourquoi chevalier? T'as pas été bombardé chevalier récemment Ah non, je suis passé officier. Officier, wow, ouais. c'est encore mieux. Bon, oui. bravo. Alors tu connais bien Perros puisque tu as été invité environ 257 fois à son festoche et tu en as fait l'affiche en 2003, souvenons-nous. Nous parlerons de tout ça et de bien d'autres choses avec toi durant l'heure qui vient. Bon, on se dépêche car on a un invité de marque. Alors c'est parti. Je dirais même plus. Alors, je dirais même plus l'émission avec... mince, c'est la dernière, faudrait pas se rater. L'émission avec des BD dedans ? Non ? Bon, allez, pour la dernière fois, je la remets dans ma culotte. Le piège de Greg, c'est ignoble. Je dirais même plus. Je dirais même plus Yenze, je dirais même plus chien, c'est la dernière, mais peut-être pas la der, juste la dernière de cette année scolaire tonitruante passée avec vous. On va essayer de renouveler notre CDD pour l'année scolaire prochaine. Greg, notre DRH, nous a plutôt à la bonne, même si on fait des entretiens de 3h54 qu'il faut ramener à 20 minutes grâce à un art poussé du montage. Cette dernière est festive, car nous avons Damien parmi nous, ce qui est assez rare, mais surtout notre formidable et dominical invité formidable du jour, l'officier Fournier. Celui qui préfère la table à dessin à la table ronde est parmi nous. Alors on va faire cette émission en forme d'entretien filé, enfin on va essayer. Donc Jean-Claude, déjà, est-ce que tu as un petit truc à dire avant qu'on attaque dans le dur ? Non, Bon. je suis paniqué, j'attends. Voici, c'est normal, il y a une pression. Tu es face à Benoît, André, Damien et moi. Bon, non, André, t'as déjà pratiqué. Et Greg, t'inquiète pas, il est derrière sa console et concentré. Bon, comme d'hab, on lésine pas et on file à Paris pour une chronique de notre Clotilde. Clotilde qui va nous chroniquer un album dévoré au 5e. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Clotilde ? En l'honneur de notre invité du jour, Jean-Claude Fournier, je suis retournée en enfance en me plongeant dans l'une de mes BD préférées de l'époque, Les Cannibales, qu'il a dessiné avec Zidrou au scénario. Mais si Zidrou, vous savez, le scénariste de La vieille dame qui n'avait jamais joué au tennis, une BD que j'aime d'amour. Mais surtout, le papa de Tamara et de l'élève du Cobu. Un scénariste prolifique qui a travaillé pour le journal de Spirou à l'époque où j'y étais abonné. Plus particulièrement, je vais vous parler aujourd'hui du tome 5 des Cannibales, intitulé Cannibale Poursuite. Pourquoi celui-ci ? Parce que c'est celui que Jean-Claude a eu la gentillesse de me dédicacer lors de mon premier festival BD de Perros. J'avais 12 ans et c'était ma toute première dédicace, et je m'en rappelle encore, comme j'étais impressionnée, que ce grand monsieur barbu me dessine un petit quelque chose dans ma BD, que j'avais acheté après l'avoir lu pendant des mois dans le journal de Spirou. Journal auquel j'envisage toujours régulièrement de me réabonner. Ce fut pendant plus de 10 ans mon petit plaisir du samedi matin. Je me souviens de ma déception lorsque, dans la boîte aux lettres, il n'était pas là à mon réveil le samedi, les aléas de la poste entraînant parfois un léger retard à la livraison. Mais bref, je m'égare. Les Cannibales donc, pour moi, un classique de la BD franco-belge, avec sa composition de pages en gaufrier, ses presque 52 pages en couleur pleines de blagues et de jeux de mots, hyper inventifs. Le détail qui tue, le haut de la BD est dévoré par quelqu'un qui a essayé de la manger. Alors non, c'est pas juste moi qui avais croqué dedans à pleines dents. C'est la couverture qui était faite comme ça, tellement plus originale qu'un simple vernis sélectif, qui n'était d'ailleurs pas vraiment à la mode à l'époque. Est-ce que je vous ai parlé du dessin ? Non. Ah là là, on est sur du typique BD franco-belge, un contour noir à l'encre un peu gras, et surtout des gros nez quand même. Moi, ce que je préfère dans ce dessin, c'est la façon dont la tête des Cannibales s'ouvre grand en deux lorsqu'ils s'énervent, avec les petits dents en pointe. Allez voir sur internet, l'image est saisissante, j'adore. Mais au fait, de quoi ça parle les Cannibales ? On y suit les tribulations de la famille Cannibale, le père, la mère, la grande fille Betty, le benjamin Popol, le petit dernier bébé et le fils adoptif Anka. Les Cannibales sont une famille normale d'une ville de taille moyenne. Ils travaillent, vont à l'école, au cinéma, font leurs courses alimentaires, mais celles-ci sont un peu différentes des nôtres, vu que c'est une famille de cannibales, ce qui n'est pas forcément évident dans la vie de tous les jours, particulièrement lorsque leur voisin Monsieur Folichon tente par tous les moyens de prouver leur cannibalisme pour les envoyer en prison. Les querelles de voisinage, un problème que l'on retrouve partout finalement, même chez les cannibales. J'admire un bon calembour et là vraiment on est servi.
Les Cranibals, c'est donc un des BD édité par Dupuis, scénarisé par Zidrou et dessiné par toi, Jean-Claude. La BD est truffée de jeux de mots, du prénom du fils adoptif Anka très à propos, aux remarques du fils Popol qui n'aime rien et le fait remarquer. Il n'aime pas les femmes en blanc, il n'aime pas les sports des coupes, etc. Mais surtout, c'est le nom des plats que mitonne la maman. Le marmot sauce aigre douce par exemple, ou dans une page savoureuse consacrée intégralement à Betty, l'hamburger, la pâtée en croûte, le chou-flirteur à la sauce blanche, le gros cochon à la broche, les yeux de voyeur au beurre noir, le chaud lapin au pruneau et le vicelard fumé. Alors Jean-Claude, pour te laisser le mot de la fin de ma chronique, je me demandais si tu avais participé à la recherche de tous ces jeux de mots et si tu en as un préféré dans les Cranibals. Ah, bonjour Clotilde, c'est super gentil de me parler aussi joyeusement des Cranibals, qui est certainement une de mes bandes dessinées préférées, mais c'est peut-être même celle qui m'a causé le plus de plaisir à faire. D'abord parce qu'on m'a permis de faire absolument tout ce que je voulais. J'avais aucune bride, aucune censure, évidemment, rien du tout. Et en plus, ça m'a permis de travailler avec Zidrou et de faire la connaissance de ce type, qui est devenu un ami parfait, quoi. comme en général mes scénaristes d'ailleurs. Mais lui, ça a été vraiment très très bien. Dommage qu'il soit si loin, il vit en Andalousie maintenant depuis quelques années. Mais non, ça a été très bon. Les Cranibals, ça a été formidable. J'ai beaucoup aimé et on a dû arrêter parce que il paraît que ça se vendait pas bien. Moi, Zidrou et moi, on pense que ça se vendait peut-être pas terrible parce que Dupuis n'a pas fait trop de promotion autour, parce qu'il y avait pas mal de protestations dans la brave population belge et française contre cette série, qui est quand même un petit peu limite. Donc, on pense que c'est dû au fait que Dupuis n'a pas dû faire d'efforts spéciaux, mais comme on était soutenu par le rédacteur chef de Spirou, qui s'appelait Tinlot, comme on était soutenu par lui, on a quand même eu 8 albums. Voilà, ça a quand même été quelque chose d'assez intéressant. En tout cas, je suis ravi de t'avoir fait une petite dédicace quand tu avais 12 ans. Je t'en ferai une maintenant, certainement que tu as 17 ans, sans aucun problème. Prochaine fois qu'on se verra, je te ferai plein de dédicaces, pas de problème. En tout cas, ta petite intervention est super gentille, me fait beaucoup plaisir. Bah, c'est cool. Et par contre, tu n'as absolument pas répondu à sa question, qui était, est-ce que toi, tu as créé des calembours dans les Cranibals ou est-ce que c'est tout Zidrou? Ah non, les calembours, c'était lui. Hein. Tout ce qui est jeu de mots, c'est lui. Parce que on avait tous les deux une discussion à ce sujet-là. Je disais, écoute, les calembours, moi, ça me fait marrer parce que j'aime bien cette espèce de tournure d'esprit. Mais si on veut être traduit, on va être emmerdé parce que tous les jeux de mots ne se traduisent pas aussi facilement. Et il m'a dit, je m'en fiche, le traducteur de se démerder, moi je suis scénariste, je fais ce que je veux. Je dis, bon, ok, vas-y. Mais moi j'avais du mal à créer des choses, j'avais toujours cette espèce de crainte que ça ne passe pas. Et puis, de toute façon, ce n'était pas mon rôle dans la série. Bon, cela dit, si j'ai eu quelquefois sûrement quelques idées, il ne me revient pas en tête, mais il y a quelquefois des trucs qui me sont venus. De toute façon, entre nous, on s'entendait suffisamment bien pour que je lui téléphone et je lui dise, écoute, Benoît, j'aimerais bien rajouter tel truc, ou au contraire, supprimer telle chose, ou au contraire, faire tel gag. Il n'y a pas de problème entre nous. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir créé des jeux de mots, ce n'était pas mon rôle, quoi. D'accord. Bah, merci pour cette réponse à Clotilde, et merci à Clotilde, et bonnes vacances à Clotilde. Je dirais même plus. Notre Benoît a décidé de nous parler d'un autre album de notre invité formidable de ce dernier dimanche. Ça tombe bien, puisque Jean-Claude est parmi nous, la vie est bien faite. Et donc, notre Benoît, tu as choisi de nous parler d'un célèbre faucheur d'OGM qui se promène partout avec sa faux, j'ai bon ? Tout à fait, mais pas seulement. Alors j'ai carrément les chocottes parce que l'auteur préféré de mon enfance est devant moi et je dois chroniquer un album carrément emblématique. Je voulais plutôt, au lieu de résumer l'histoire qui consiste en la visite de Spirou, Fantasio, en Bretagne, dans le Finistère, qui rencontre des personnages de l'UDB peut-être, sans dire leur nom, non ? Contre la centrale nucléaire. Enfin, pourquoi pas ? Bon, on ne dira pas. Alors donc, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était cette rencontre d'un personnage emblématique de mes lectures de gamin avec toute cette culture bretonne. Et
J'ai fait la chronique de bande dessinée en remontant 20 ans, 30 ans, et aujourd'hui, il faut remonter à 40 ans, la lecture de cette bande dessinée. Et qu'est-ce que je voulais dire Oui, c'est cette rencontre, ce choc entre Spirou et la culture bretonne. Et pour moi, jeune lecteur de Perros-Guirec, c'était invraisemblable. Je pensais que Spirou appartenait à une culture, à une espèce d'imaginaire. Et il était plongé dans des paysages que l'on connaissait et que l'on pouvait même fouler de nos pieds. Et c'était vraiment stupéfiant. Alors souvent, j'ai évoqué dans mes chroniques les véritables voyages à remonter le temps que sont certaines bandes dessinées. Alors là, je vous jure que celle-ci c'en est une également. Il faut un jour, alors je lis un cartouche que j'ai trouvé dans la bande dessinée. Un jour et demi plus tard, ils arrivent en Finistère. Donc c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de grande voie pour rejoindre Bernilice. Et je voulais savoir pourquoi tu as changé le nom, par exemple, de certains endroits en Bretagne. C'est-à-dire que tu n'as pas écrit Brénélis, mais Bernilice. C'était quoi l'idée ? À la place du Belgoat, j'ai mis le Gueloat aussi. Exact. Et ça, c'est tout simplement parce que j'avais écrit un scénario. Je suis allé sur place faire des repérages, photos, croquis et tout. Et je suis rentré chez moi pour le réaliser. Et là, je me suis aperçu que ça tombait plus juste du tout. Et que mes repérages ne correspondaient plus tellement à mon texte. Et à ce moment-là, j'allais être obligé de mettre des paysages différents de la réalité. Auquel cas, je me serais fait taper sur le doigt en disant « Ouais, tu parles de Belgoat et c'est pas le Belgoat. Tu parles de Brénélis et c'est pas Brénélis. » Alors, il y a certains coins que j'ai respectés absolument, comme à Saint-Herbot, par exemple, la crêperie de l'Élès, là, par exemple. Celle-là, je l'ai faite telle qu'elle est, et voilà. Mais autrement, j'ai changé ce nom-là uniquement parce que ma doc ne correspondait pas à mon scénario. C'est tout bête, mais c'est comme ça. D'accord. Mais c'est vrai que quand on voit la Renault 5 rouge tomber dans les cailloux rocheux, on pense forcément à Huelgoat, quoi. Alors, d'autre part, on voit un gardien qui a beaucoup d'humour, le gardien de la centrale nucléaire, là, qui ressemble un peu à moi. Un certain Fournier à l'époque. Ouais. Et c'est vrai que tu représentes Chris dans Plus près de toi également, dans le tome 2, je crois. Ouais. Et est-ce que c'est une marotte de ta part ? Est-ce que tu as l'habitude de représenter tes confrères, tes collaborateurs dans tes albums ? Oh, c'est souvent une petite blague entre nous. Le public ne le sait pas en général, quoi. Par exemple, dans la centrale nucléaire, le patron de la centrale, c'est mon père. Okay. Or, il était militant anti-nucléaire. Ça lui a vachement fait plaisir, quoi. Non, j'ai dessiné Walterius quelquefois, comme ça aussi, dans les histoires. J'ai dessiné Chris. Tu t'es dessiné toi aussi ? Je me suis dessiné souvent, oui. Alors j'avais même la manie de me faire en uniforme en général. Ouais. Tellement j'aimais l'uniforme. Je me suis fait souvent en uniforme, ouais. Ça, c'est des, comme on dit en espagnol, des privates jocs. D'accord. Et alors, tant qu'on y est, là, dans les privés de joke, c'est qui ce dessinateur qui se fait piquer sa Mercedes ? C'est une Opel Manta. Et c'est mon frère, qui était prof de dessin à Quimper, qui se bat avec sa fille, Catel. Et il avait cette voiture-là, vraiment, avec cette plaque d'immatriculation et tout. Ok, d'accord. Il s'est fait un peu charrier par certains de ses élèves qui s'en sont aperçus, quoi. Ok. J'ai remarqué que plusieurs bandes dessinées de Spirou ont été rééditées dans la magnifique édition Black and White, les très grands formats, de très très beaux hors de prix. Et par contre, l'Ankou, pas. Pourquoi ? C'est fait, il est prêt, mais avec le Covid et tout, il n'est pas sorti, quoi. Donc, il devrait être sorti maintenant depuis près de 2 ans. Ah, d'accord. De même que, je ne sais plus lequel aussi, qui est prêt à sortir. J'ai fait les ex-libris, tout est prêt, il est prêt à sortir, mais il a été retardé par la maladie. Tout a été retardé avec cette maladie-là. Et, donc voilà, mais il est fait, et les autres vont suivre. Là, j'ai reçu la demande d'ex-libris pour Code le Tyran. D'accord. Voilà. Superbe. C'est une bonne nouvelle pour le Noël de Benoît. Ouais, super, ouais. Et qu'est-ce que ça représente, le fait que l'on te demande de rééditer, avec ce luxe-là d'édition, tes albums qui ont... Oui, moi, je n'étais pas d'accord du tout au début, parce que il fallait commencer par le début, donc par le Faiseur d'or, que j'estime horriblement mal dessiné, quoi.
C'était vraiment les dessins d'un débutant qui faisait ce qu'il pouvait pour arriver à un certain niveau. Mais je ne pouvais pas faire mieux, quoi. Donc, c'est très moche. Et quand les gens m'ont proposé, Black and White m'ont proposé d'éditer mes albums dans ce format-là, j'ai donc refusé. Ce sont de très grands albums, très luxueux. Ouais. Puis ils coûtent cher en plus. Bon. J'ai refusé. Et puis, j'ai des copains qui m'ont convaincu. Ils m'ont dit non, t'es con. Nous, on l'a fait, regarde, ça fait des beaux bouquins. Il y a des articles qui vont avec, il y a tout un rédactionnel et tout. Ça fait en fait des œuvres intéressantes. Ouais. Et les passionnés de bande dessinée sont passionnés justement par ces bouquins-là. Donc, j'ai fini par accepter. Et j'ai bien fait parce que je me suis fait des copains extraordinaires. L'éditeur de ça, qui est alsacien, nul n'est parfait, et il est absolument adorable. C'est devenu un super copain. D'accord. Ouais. Ok, on quitte un petit peu et je termine là. L'Ankou, je voulais te poser la question avec quelle série as-tu été le plus en osmose avec son univers? Tu as un petit peu évoqué les Cannibales tout à l'heure. Moi, je pensais à Bizu. J'ai lu le trio Jabadao et je t'ai trouvé, en tant que lecteur, super à l'aise dans cet univers-là. Un peu oui, ça, Bizu, ouais. Bizu, c'est mon petit jardin secret, ça, évidemment, c'est moi complètement, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que ça n'a aucun succès, quoi, ou juste un succès d'estime. Mais tant pis, c'est comme ça, hein. J'ai pour projet, si les petits cochons ne me mangent pas en cours de route, ce qui va forcément arriver maintenant plus vite que pour vous, par exemple, si ça n'arrive pas, j'ai vraiment envie de faire une très, très belle histoire de Bizu. Okay. J'ai un beau scénario depuis des années, et qui ne serait pas du tout traité comme les autres histoires de Bizu. Parce que l'histoire de Bizu, on s'est aperçu que... on suppose que le succès tout à fait relatif de cette série est dû au fait qu'un petit garçon de 9 ans, par exemple, qui prend un album comme ça, il le lit et il ne comprend rien. Parce qu'en fait, chaque fois, les histoires de Bizu, c'est un petit peu de petits contes philosophiques qui ont l'apparence de Schtroumpf, par exemple, mais ça n'en est pas du tout. Et beaucoup d'enfants ne comprennent pas du tout Bizu. Ou alors ceux qui font ça en lecture assistée avec leurs parents ou quoi, bon, ok. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, cette série-là, je pense que c'est la raison pour laquelle, et je ne suis pas le seul à penser, la raison pour laquelle son succès n'a été que très relatif. Alors, justement, j'ai un très beau scénario, là. Je ne sais pas si je pourrais le réaliser un jour, mais j'ai très, très envie de le faire. Et là, je crois que ça plairait à tous les publics. D'accord. Mais Bah, c'est un très bel univers, en tout cas. Oui, merci, ça fait plaisir que tu dis ça. Ouais. Grand merci, Benoît. L'Ankou s'affiche un peu les miquettes, normalement, mais celui-là, on le relira avec délice. Après cette mise en valeur précieuse, surtout. Je dirais même plus. Alors, chers chevaliers, la première partie de cette émission se termine grâce à une pause musicale. Et comme on est un peu punk à Millennium, surtout Greg, on vous a choisi, en pleine canicule de juin, un morceau de Brigitte Fontaine au titre rafraîchissant « Il pleut ». C'est tout ce que ça peut faire. La Bretagne a beaucoup apporté à Jean-Claude Fournier. Elle est en effet très présente dans son œuvre. Bizu est un poète sonneur de biniou qui vit au cœur de la forêt de Brocéliande. Les monts d'Arrée ont servi de décor pour une aventure de Spirou et Fantasio. Benoît vient d'en parler. Plus près de toi raconte la détention de prisonniers de guerre sénégalais dans des camps de travail bretons. Et il est absolument certain que les Cannibales n'ont jamais utilisé du beurre doux, qu'ils ont toujours cuisiné avec du beurre demi-sel, hein, Jean-Claude. Avec sa reprise de Spirou, et comme Franquin l'avait fait pour lui, Jean-Claude Fournier a ouvert la porte de son atelier à de nombreux jeunes dessinateurs pour leur enseigner les rudiments de la profession de dessinateur de BD. Malo Louarn, Jean-Luc Yêtre, Lucien Rollin, Gégé, Emmanuel Lepage, Michel Plessis, une véritable armée de dessinateurs sur le sol breton. Jean-Claude Fournier a beaucoup apporté à la Bretagne.
Avant lui, dans le domaine de la BD, il n'y avait rien ou presque rien. Avec lui, la Bretagne est devenue une terre de bande dessinée, riche de nombreux auteurs, riche de nombreux festivals. Alors, Jean-Claude, ça leur a fait un peu peur quand même à Bruxelles. Les Belges ont eu peur que Spirou ne soit plus complètement belge, qu'il soit un peu breton, et que, en fait, la Bretagne leur vole leur personnage. Oui, enfin bon, c'est un des reproches qu'on m'a fait. Enfin, on m'a reproché d'avoir fait de Spirou un héros breton. Enfin, entre autres choses, Ouais. quand l'heure est venue des reproches, avant que je prenne la décision d'arrêter Spirou, ça a commencé par des reproches de l'éditeur, et parmi ceux-là, il y avait « Ouais, vous avez fait de Spirou un héros breton ». Voilà, ce qui est absolument idiot, puisque je n'ai fait qu'une seule histoire de Spirou se passant en Bretagne. Mais la personne qui me parlait, qui était Jean-Luc Dupuis, le fils de Charles, qui était le grand patron, m'a dit « Oui, mais il y a eu aussi du cidre pour les étoiles. Ouais. » J'ai dit « On fait du cidre partout en Europe. Mhm. » Ouais, d'accord, mais il y a aussi Tora Tora Pas. J'ai dit « Attends, Tora Tora Pas, ça se passe entièrement en Polynésie. » Ouais, mais ça fait breton. Bon, bref, c'était n'importe quoi, ça prouve de quelqu'un qui lisait pas mes albums, déjà, et d'une. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que pour répondre à ma lettre de démission, ils m'ont dit « Vous avez choisi la bonne solution et nous vous conseillons, nous vous souhaitons un grand succès avec votre petit Bison. » Ah oui. Ça prouve à quel point D'accord, l'éditeur faisait Ouais. attention Ouais. à ce qu'il hésitait. Ouais. Bref, voilà. Ouais. Alors, le Faiseur d'Or a été ta première aventure de Spirou, tu en as parlé là aussi tout à l'heure. Et André Franquin a eu la gentillesse de te prêter le marsupilami. Alors, j'aime beaucoup quand tu racontes cette anecdote. Tu peux nous dire concrètement comment ça s'est passé, cet échange de planches et ce prêt du marsupilami? Bon, d'abord, Franquin m'a laissé le marsupilami pour adoucir le choc avec les lecteurs, évidemment, parce que une histoire de Spirou changeant de dessinateur, mais en plus sans le marsupilami, je partais à l'abattoir, là. Donc, Franquin, c'était un monsieur, hein, bon, il m'a dit, je te laisse le marsu pour ta première histoire, mais pour les autres, je le reprendrai. Bon, c'est ça. Alors, mais ça a été très compliqué parce que là-dessus est arrivé, j'ai commencé à dessiner la série, mais là-dessus est arrivé mai 68. J'habitais au quartier latin, en plein bordel, et c'était très compliqué parce que pour faire les planches, je faisais moi mes planches entièrement à l'encre, sauf les cases où il y avait le marsupilami, où je laissais le marsupilami au crayon. J'envoyais les planches à Franquin en Belgique, il passait le marsu à l'encre et il me renvoyait mes planches. C'était une gymnastique incroyable. Évidemment, maintenant, on oublie tout ça, c'est fini tout ça. Mais à l'époque, il fallait faire cette gymnastique-là. Or, il n'y a plus de train, il n'y a plus de services postaux, il n'y a plus rien. Ah oui. Donc, moi, je suis allé chercher Esplanade des Invalides. Il y avait là des cars qui partaient pour toute l'Europe. Et j'ai cherché un car partant à Bruxelles. Puis j'ai regardé la tête de plusieurs chauffeurs. Et quand il y en a un dont la tête m'est bien revenue, je l'ai trouvé, je lui proposais qu'il apporte mes dessins à Bruxelles, chez Dupuis, et qu'en retour, il amène mes dessins au retour de Franquin, quoi. Le mec a accepté. Et il l'a fait comme ça pendant 1 mois, quoi. Et ça a très bien marché. Et le type, comme remerciement, il a eu une planche de Franquin. Ah oui. Ce qui n'est pas dégueulasse. C'est pas mal. Il a aussi une planche de Fournier, mais c'était moins important à l'époque. Et donc, tu allais aussi de temps en temps chez Franquin. Et je sais que, je crois que Franquin venait te chercher à la gare du Midi avec une voiture de marque Maurice. Alors, c'est bête, mais ça me fait rigoler, ça, quand même. Ah ouais, je fais de rapprochement. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, il est venu me chercher 2 fois, parce qu'autrement, en général, je venais en bagnole, quoi. Ouais. Ou je réservais une voiture sur place. Mais il est venu me chercher 2 fois, oui. Ouais. Et animer Spirou, c'est quelque chose que tu as adoré faire. Est-ce que tu aimerais le refaire? Non. Non. Non, ça, j'ai tiré un trait, tourné la page et tout ce que tu veux. Spirou, c'est fini. D'ailleurs, je ne saurais plus le faire comme j'aimais faire Spirou, c'est-à-dire en le mêlant aux affaires du monde du moment, parce que Spirou, j'ai toujours fait des aventures de Spirou
qui sont liées à un problème quelconque, hein, la xénophobie, le nucléaire, enfin, il y en a pas mal de choses comme ça. Et si je faisais maintenant, il y a de quoi dire hein, dans ce qui se passe à travers le monde. Seulement, les temps ont changé. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y a pas le téléphone portable, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les ordinateurs, rien du tout. Maintenant, je serais obligé, comme Spirou est quelqu'un de très dynamique et très au courant de la vie, je serais obligé de faire intervenir toutes ces choses-là dans les aventures de Spirou. Or, ça obligerait à apprendre ce que c'est. Si, un ordinateur, je sais ce que c'est. Oui. Internet, je sais ce que c'est. Mais les réseaux sociaux, je ne sais absolument rien. Facebook et tout le bazar, je ne connais rien. Ouais. Et ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord. Donc, si je reprenais Spirou, il faudrait que j'apprenne toutes ces choses-là. Ouais. Quoi. Ouais. Et ça crée un apprentissage. Quoi. Et donc voilà, rien que pour ça, je ne reprendrais pas Spirou. Et puis même, j'ai trop d'autres projets intéressants en tête maintenant. Quoi. Et puis, il faut dire aussi que Spirou a été complètement dénaturé. Ouais. Je ne sais pas que mes successeurs ont été mauvais. Il y en a certains qui n'ont pas été terribles, mais il y en a certains qui ont été aussi excellents. Mais ils ont fait un Spirou à leur façon, qui n'a plus rien à voir avec le Spirou qu'on a connu. Quoi. Et je crains fort pour eux, alors que moi, 60 ans après, mes albums sont encore réédités et se vendent toujours. Je crains fort que pour eux, les albums qu'ils ont faits maintenant soient encore en vente dans 60 ans. Quoi. Je leur souhaite. Spirou n'est plus un personnage, c'est plutôt un label. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, ce qui devient rare maintenant dans le métier, c'est les dessinateurs qui ne font pas Spirou. Avant Spirou, il y avait Bizu. Alors, il paraît qu'au départ, Bizu était méchant. Ouais. J'ai un peu de mal à le croire, ça. Mais oui, moi aussi. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Au départ, il a été créé, c'est simple, il a été créé quand je faisais mes études. Ah ouais. Et dans l'école où j'étais, il y avait un bizutage. Un bizutage très, très sympa, très gentil. Bien sûr, il n'y a rien de méchant, mais il y avait un bizutage. Et quand j'étais en deuxième année, les copains m'ont dit, écoute, ce serait bien, puisque tu aimes bien dessiner des petites trombines de gens, que tu nous dessines un petit personnage naïf, gentil, qu'on mettrait en pins. Il y avait des pins à l'époque. Tu sais. Et j'ai dessiné un petit personnage qui était déjà Bizu, quoi. Or, au départ, il a été créé comme ça, comme un petit personnage naïf et gentil. Le petit Bizu qui a peur, quoi. Ouais. Puis, je ne sais pas pourquoi, en le dessinant... Est-ce que j'ai entendu un jour une émission de la radio, j'écoute beaucoup la radio, une émission sur Cagliostro, là, et puis moi, dans ma tête, j'ai fait Cagliostrogo. Ouais. Ah, ça doit être un méchant, ça. Et ce petit personnage que je suis en train de dessiner à l'époque, tout d'un coup, il a pris une sale gueule. C'est incroyable. Il avait une sale gueule, hein. J'ai vu un croquis. Mais oui, mais c'est incroyable ce qu'on peut faire avec un crayon sur du papier. Ouais. En fin de compte, c'est souvent les personnages qu'on dessine qui nous apprennent des choses, quoi. Ouais. Et donc, au départ, il a une sale gueule, il s'appelait Cagliostrogo. Puis très vite, il est revenu à ses origines. C'est drôle, cette histoire-là. Hein. C'est très curieux. Ouais. Jean-Claude, pour la pause musicale, là, tu as choisi une chanson de Gwenin. Alors, est-ce que tu peux nous commenter un peu ton choix? Oui, parce que il se trouve que Gwenin, je la connais bien. Je crois que tu la connais bien. Je l'ai même connue toute petite. et son père, c'est Maloloarn, le dessinateur, un ami. Et Gwenin, je trouve qu'elle a énormément de talent. Et elle n'est pas tellement aidée par les ondes en général, quoi. Hein. Donc moi, quand je peux faire parler d'elle, je le fais tout de suite, parce que j'aime beaucoup et je pense que personne ne pourrait être déçu. Je ne sais pas ce que vous avez choisi, mais de toute façon, je sais que ce sera bien. Eh bien, on écoute. Ouais. Et donc, Gwenin, la chanson est très jolie. La fille aussi. Merci Jean-Claude pour ce choix. La BD, Jean-Claude, te sert à nous raconter des histoires et ta grand-mère était conteuse. Penses-tu avoir subi son influence ou bien alors c'est dans les gènes? Non, je pense que d'abord, c'était pas ma vraie grand-mère, donc biologiquement... Donc c'est pas dans les gènes? Non, c'est pas dans les gènes, mais c'est vrai que mon enfance entière a été bercée par ces histoires, quoi. Et... Puis en plus, je suis quand même breton. Hein. Je pense que tous les Bretons sont des raconteurs d'histoires. Hein. Tous les baratineurs, tous les Bretons, on invente facilement des histoires. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant d'auteurs de BD en Bretagne, parce qu'on aime bien raconter.
Et si on sait raconter en dessin, c'est bien de pouvoir le faire. Et ma grand-mère, moi, c'est elle qui m'a parlé de l'Ankou, par exemple. Ouais. Elle me parlait du diable, des machins, tout ça. Pour moi, ça ne me disait rien parce que je n'ai pas reçu d'éducation religieuse. Mais par contre, l'Ankou, nom d'une pipe, que ça me fichait les jetons, quoi. Et ça fait que j'ai pensé à elle tout le temps quand j'ai créé ce scénario, c'est évident. Mais même plein d'autres choses, quoi. C'est vrai que ma grand-mère, pour ça, était géniale. C'était pas son métier, conteuse. Hein. Elle était... Oui. Même ma grand-mère, elle tenait un garage. Ouais. Hein. Et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans dans le garage que tenait ma grand-mère. Ouais. Dans les voitures aussi, il y a des compteurs. Oui, oui. Ah ben c'est bien. Ah ben il fallait la faire. Et donc, ma grand-mère, en fait, c'est son père qui était conteur, vraiment. C'est un paysan qui allait dans les fermes conter des histoires. Et donc, ma grand-mère l'accompagnait quand elle était petite. Et donc, elle a acquis un talent de conteuse sans jamais exercer elle-même, sauf avec son petit-fils. Alors ça, quand elle a eu un public, elle en a profité et ça a été pour moi certainement très formateur, quoi. Ouais. Bisu évoluait dans un univers à la fois très bucolique et très poétique. Ton Spirou a fréquenté des magiciens, il a rencontré l'Ankou. Et si je te dis que tu es un dessinateur poète, tu valides? Tu es d'accord? Si on le dit, moi je peux pas en juger. Pas en juger. Comme on me dit, je suis un artiste, j'en sais rien. Moi, je sais pas ce que c'est qu'être artiste. Je sais pas ce que c'est que d'être poète non plus. Si on me le dit, je suppose que c'est gentil, donc ça me fait plaisir. Mais je ne sais pas moi-même si je suis un poète. En tout cas, si je suis un poète, je suis très souvent un poète extrêmement crapuleux. Hein. C'est pas uniquement les petites fleurs, c'est pas uniquement les petites fleurs, les petits oiseaux. Je peux être poétique d'un tout autre genre, quoi. Donc voilà. Si je suis un poète, je ne sais pas, peut-être. Et dans quelques jours, c'est d'ailleurs un poète, Yvon Lemaine, qui va te remettre une médaille. Ça te procure de la fierté, cette reconnaissance? Oui, parce que, pourtant tous mes bons copains le savent, je ne suis pas du tout amateur de médailles et autres récompenses. De prix, de récompenses. Toute ma carrière de BD, je n'ai jamais eu de prix. Tu les as refusés, je sais. Tu avais refusé celui de Perros. Non, je suis pas pour ça. Et pour les médailles non plus. Mais depuis que je sais que ça existe, quand j'étais un grand adolescent, je me suis dit, les arts et les lettres, ça me correspond. Si un jour on me fait la grâce de me faire chevalier des arts et des lettres, ce sera vraiment un très grand plaisir. En plus, une petite revanche contre certains enseignants qui n'ont pas toujours été très sympas avec moi. Et malheureusement, ils sont tous morts. Je ne peux pas aller les trouver et les inviter à la remise de médailles, mais c'est une petite vengeance aussi vis-à-vis de ces gens-là. Puis autrement, je pense beaucoup à mon père, qui est un artiste refoulé, et je suis sûr qu'il aurait été vachement fier de ça. Et là, effectivement, Yvon Lemaine va venir me remettre les insignes au-dessus de chevalier, c'est un signe d'officier. Et c'est vrai, ça me fait très plaisir. Avec les Cranibales, ton style s'est relâché, mais il a conservé un caractère humoristique. Et c'est finalement pour l'axe et pour les chevaux du vent que tu as adopté un style vraiment différent, un style plus réaliste. C'est compliqué de changer de style comme ça. C'était un défi, c'était un tournant de ta carrière. Ouais. Ah ouais. C'est-à-dire que les Cranibales, ça ne marchait pas très bien. Encore une série qui ne marchait pas très bien. Donc on arrêtait de la faire. Alors j'arrivais à 60 ans. J'allais faire valoir mes droits à la retraite. Une petite retraite de dessinateur, mais quand même. Et, une sorte de pourboire. Mais je me suis dit, voilà, soit j'arrête de dessiner carrément, et soit je démarre une nouvelle carrière. Et pour moi, démarrer une nouvelle carrière, ça voulait dire passer dans le réaliste. Chose que j'avais voulu faire sans m'emmerder. Voilà. Et là, je me suis dit, je vais le faire, puisqu'il y a l'Axe qui, depuis longtemps, me propose un scénario. Il me dit qu'il ne me le filera que si je vais dans le réaliste. S'il n'y a pas de Grenet, surtout, je crois. Ouais, il ne veut pas de ça. Et bien, je me suis dit, voilà, je vais le faire. Et ça m'a pris. Mais en quelques secondes, comme ça, je n'ai même pas parlé à ma femme qui est coloriste, qui travaille à l'étage au-dessus. Je me été lui dire, je passe au réaliste. Non, pas du tout. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Christian. Je lui ai dit, écoute, je passe au réaliste. Waouh!
Et un quart d'heure après, j'avais le synopsis sur mon écran. scénar, Et en attendant qu'il m'envoie le synopsis, je m'étais dit, voilà, quoi qu'il m'envoie, de toute façon, je l'accepte. J'avais envie de tenter l'aventure, de tenter un peu quelque chose de tout à fait nouveau et tout ça. Quoi qu'il m'envoie, j'accepte. Puis j'avais tellement envie de bosser avec lui aussi. Et puis voilà, qu'il m'envoie un truc, je lis le synopsis. Oh punaise, ça se passe dans un pays que je ne connais pas, que je n'aime pas du tout. J'aime pas ces peuples-là. J'ai horreur de la montagne. Alors, il y avait tout pour me déplaire. Sauf que j'avais dit, de toute façon, je le fais. Donc pendant 3 mois, j'ai bossé comme un damné sur tous les royaumes himalayens, sur le Tibet. Mais j'ai vraiment bossé. Plein de docs sur Internet, mais aussi j'ai acheté des bouquins. Et au bout de 3-4 mois, j'étais devenu complètement amoureux de ce peuple-là et amoureux de ce pays. Et je me suis lancé là-dedans. Et ça se sent dans les albums. Ouais, j'ai eu un jour un très beau compliment de Bernard Causet. Causet, qui est le grand spécialiste de ce pays-là, comme s'il a même vécu. Et il m'a dit un jour, mais je ne savais pas que tu étais allé là-bas. Combien de temps tu as vécu là-bas? J'ai dit, je ne suis jamais allé. J'ai dit, c'est pas vrai. Ben, il dit, ouais. Donc j'étais content, c'était un beau compliment. Plus près de toi, raconte un épisode peu connu de la dernière guerre mondiale. Alors, Chris aime bien relater des petites histoires dans la grande, mais ça, c'est effectivement la marque de fabrique un peu de Chris, de trouver des faits très très peu connus et qui sont ancrés quand même dans la grande histoire. Mais pour moi, c'est surtout une BD contre le racisme. Et je trouve par exemple que le spectacle de André le personnage de André Le Guarin est un personnage absolument extraordinaire. Ouais. Mais qui existait, hein. Ouais. Enfin, pas ce monsieur-là exactement, mais il y a eu des cas semblables, quoi. Dans les camps, tout à l'heure, dans ta présentation, tu as dit les camps de prisonniers bretons. Oui. C'était les camps de prisonniers allemands. Installés en Bretagne. Il faut bien préciser. Oui. Et il se trouve qu'il y a eu 2 sortes de prisonniers. C'était les prisonniers noirs ou maghrébins ou même vietnamiens que les Allemands ne voulaient pas amener prisonniers en Allemagne. Pas risquer notre belle race pure avec des choses comme ça. Donc ils ont installé des camps en France pour les bataillons étrangers de l'armée française et des colonies de l'armée française à l'époque. Donc 5 en Bretagne. Alors, il y a eu des camps qui étaient dans des zones agricoles et des camps qui étaient dans des zones industrielles. Ceux qui étaient dans les zones agricoles, ça s'est souvent très très bien passé. Parce qu'ils avaient travaillé dans des fermes, et très souvent dans les fermes, ils ont été acceptés à bras ouverts. Après le premier étonnement de voir des gens avec la peau noire, évidemment. Hein. Mais en dehors de ça, ils ont été assez vite très bien accueillis, presque partout. Donc ça a été pour eux un moment de détente et de joie. Certains se sont d'ailleurs installés, quoi. Mais ceux qui étaient dans les zones industrielles, comme Lorient par exemple, ceux-là ont construit la base de sous-marins des Allemands à Lorient. Et là, il y a eu des morts en pagaille. Ça a été terrible pour eux, terrible. Donc voilà, nous on parle d'un camp de prisonniers dans la campagne, rurale, quoi. Ouais. Avec la vie dans une ferme, la ferme de Monsieur Le Guarin. Et on laisse parler là-dedans, Chris et moi, absolument tout ce qu'on aime, quoi. C'est-à-dire l'antiracisme, l'humanisme, la Bretagne. On a les mêmes sentiments tous les deux sur tous ces sujets-là, ce qui est un grand bonheur, quoi. Un grand bonheur de travailler dans ces conditions-là. Ouais. Je sais, parce que tu me l'as confié, que tu es en train de préparer un gros roman graphique. Et ce roman sera en fait tes mémoires. Tu peux nous en dire plus ? Ouais, je ne sais pas ce que ça veut dire roman graphique. Moi, c'est une BD, quoi. Hein. C'est un album de bande dessinée. Un gros, ouais. Un gros bouquin. Il risque d'être gros, oui. Ouais. Peut-être même qu'il risque d'y en avoir plusieurs, parce que je me suis lancé là-dedans et des anecdotes qui peuvent faire 2 planches, 3 planches, 6 planches, 10 planches. Et plus ça va, plus j'en retrouve d'autres. Je fouille dans le fond de ma mémoire, je trouve des choses qui sont toutes vraiment très intéressantes pour le public, d'autres qui pourraient le paraître moins, mais qui vont le devenir, à ma façon de raconter. Et je prends un plaisir terrible à faire ça. Je suis rendu actuellement, je pense, je ne sais pas compter, mais entre 80 et 100 planches. Alors qu'au départ, on pensait en faire 60. Ouais. Et là, il y en a plus, et il va encore y en avoir d'autres. Je suis lancé là-dedans
à corps perdu. C'est super sympa. Et c'est édité chez Maguen. Ça va être édité chez Maguen. Ouais. Et alors, il y aura des anecdotes, autant de mon enfance, de ma vie, des anecdotes professionnelles, surtout des farces avec les copains dessinateurs, des grosses farces. Parce qu'on a fait on s'est conduit comme des gamins, alors que moi, j'avais une trentaine d'années, les autres 50 ans. Quoi. Incroyable, les bêtises qu'on a pu faire comme des gosses. Quoi. Donc, je raconte ça va amuser les gens. Et d'autres histoires qui sont plus dans mon enfance. Certaines même que je n'ai pas encore faites, mais que je vais faire, qui sont même assez tristes. C'est pour ça que je pensais tout à l'heure à l'album de Trip. Là, je vais raconter aussi un truc comme ça, moi. Et voilà, donc cet album-là est en route. Alors, il sera accompagné, bien sûr, de quelques photos et quelques petits textes ou quelques éléments qui permettront de prouver que la chose que je raconte est vraie. Parce que les gens, il y a des choses qu'ils ne vont pas croire. Quoi. Par exemple, tous les démêlés que j'ai eus lorsque les gens de la centrale nucléaire de Brennilis m'ont demandé de venir signer mon album à la centrale. Ça m'a fait étonner au départ, mais bon, c'était comme ça, c'est comme ça. Il y a eu un tas d'emmerdes autour de cette histoire-là, qui ont été relatées dans la presse, FR3 et tout le bazar. Un truc très simple s'est transformé en un amoncellement de choses idiotes. Quoi. Et ça, je suis en train de la raconter, je suis en train de finir de la raconter, celle-là, il y aura 10 planches. Et ça m'amuse beaucoup. Alors, ça m'oblige à rechercher. J'ai retrouvé des photos parues dans West France à l'époque sur cette histoire-là. Voilà. Et dans le Télégramme aussi, d'ailleurs. Ouais. Et avec tout ça, Jean-Claude, il te reste un peu de temps pour la cornemuse et les trains miniatures. La cornemuse, il y a un moment que je n'avais pas mise en état. Là, je la mets en état parce que je pense que je vais en jouer, pas samedi qui vient, mais samedi d'après, dans le fameux petit festival de Pludual. Ah oui. Le fameux festival sans public, le festival sans public. Interdit au public, oui. Et donc, là, en plus, si j'arrive ça à faire, je monte un spectacle là-dessus. En ce moment, là, je suis en train de le monter. J'ai écrit les textes, je suis en train de préparer des parties de costumes et de décors. Enfin, mais voilà, donc je fais beaucoup de choses comme ça en ce moment. Et les trains miniatures, j'aurai sûrement jamais le temps de monter le réseau que je rêve de monter. Alors de temps en temps, ça me prend quand je me sens un peu nerveux, ou par un moment où quand je sens que ça vient pas bien le dessin, faut pas s'exciter là-dessus. Il faut arrêter quelque temps. Et alors dans ces cas-là, j'ai une autre table dans mon atelier, je déblaye tout ce qu'il y a dessus, et puis je monte un petit réseau avec des aiguillages électriques et tout le bazar, machin, puis je fais fonctionner ça comme ça. Ouais. Pendant 2 ou 3 jours, et puis après je démonte tout et je range. Quoi. Mais je ferai sûrement jamais un vrai réseau. Je rêve de le faire, mais j'y arriverai pas. Il faut que je choisisse, quoi. Ouais. J'arrive à 80 ans, je suis en forme, mais combien de temps ça va durer? Combien de temps je vais pouvoir bosser, quoi? Ouais. Par exemple, déjà, actuellement, je ne peux pas répondre à un éditeur qui me fait une proposition pour un projet de longue haleine. Je ne peux pas, honnêtement, lui dire oui. Parce que je ne peux pas me lancer en ce moment dans des bandes dessinées que je pense, pour lesquelles je pense qu'il me faudrait plus de 2 ou 3 ans, quoi. Donc, je suis assez limité par le temps, forcément. Non pas que j'ai peur de partir de l'autre côté, hein, je vais y passer comme tout le monde, mais je suis obligé, moi, de voir un peu... De faire un choix. Oui, voilà, de faire un choix qui est vraiment pénible, là, tu vois. C'est con. C'est con d'avoir à faire ce choix-là, mais je suis obligé de le faire, quoi. Vous verrez, quand on arrive au moment de sa vie où on en est là, j'avais jamais pensé à ça, hein. J'avais jamais envisagé ça. Et en fait, maintenant, je suis bien obligé, quoi. Et ça bloque pas mal de choses, quoi. D'accord. Bah écoute, on va enchaîner directement avec une autre petite lichette de chronique. Et puis je vais commencer, parce que c'est comme ça, c'est la dernière, donc j'ai droit à une chronique. Et j'ai en profité pour parler justement du diptyque que tu as réalisé avec Chris, Plus près de toi. Donc tout commence à Dakar en 1939. Hadi se destine à la prêtrise alors qu'il est à 3 mois d'être ordonné. La grande histoire le rattrape. Son père lui ordonne d'aller se battre en France pour la mère patrie. Lors d'une altercation près de Lyon, il rencontre Ibrahim, un sergent d'un autre régiment de tirailleurs sénégalais. Ils sont capturés par les Allemands et faits prisonniers, puis envoyés en Bretagne, à côté de Guingamp, où ils sont regroupés juste en face de la ferme d'André Le Gouarin. Il y vit avec Simone, sa fille, et Jeanne, la femme de son fils, sans doute mort au combat. Jeanne devient infirmière, tandis que Simone aide son père à la ferme. Les prisonniers sont répartis dans les fermes avoisinantes pour aider peu à peu. Des liens se tissent entre Hadi, Jeanne, Ibrahim et Simone.
Ceci n'est que le début de ces 2 albums riches en événements et plein d'humanité. Plein de fureur aussi, car la période était terrible. Et d'autant plus pour des hommes de couleur, dont la couleur de peau en faisait alors des exceptions sur le territoire. Couleur de peau dont, évidemment, l'occupant ne raffolait pas trop. La troublante conclusion de ces 2 tomes nous montrera que le danger peut aussi venir de l'intérieur. Voilà, c'est la grande force de Plus près de toi. On a là 2 auteurs au sommet de leurs arts respectifs qui nous narrent brillamment une tranche de notre histoire dont on peut dire qu'elle n'est pas très glorieuse. Mais ils prennent le temps de développer cette histoire sur toutes ses dimensions, et la dimension humaine et privée nous vaut pas mal de scènes touchantes ou drôles, même si on se doute, vu la période, que tout ça ne se finira pas forcément trop bien. On suit avec un grand intérêt les 2 couples attachants qui sont le cœur de ces 2 livres, avec effectivement le père André Le Guarin, qui est un sacré bonhomme, ainsi qu'une foule de personnages plus ou moins secondaires d'une grande richesse, y compris chez les méchants, qui sont assez gratinés. Voilà, tout ceci est rehaussé par le graphisme tendre et fort lisible de notre chevalier officier du jour, Jean-Claude Fournier, pour faire 2 albums dont la lecture nous semble, à toutes et tous ici, indispensable. Voilà. Et alors, tu t'es dessiné en père blanc. Ouais. Parce que tu disais que tu aimais bien les uniformes, et même les uniformes religieux. Oui, bah, c'est Chris qui m'a dit, connaissant ma foi profonde, et il m'a dit, j'aimerais bien que te vois en père blanc, là, et puis avec des taches de nourriture sur ton... Comme tu éclabousses beaucoup en mangeant, des taches de nourriture sur ta belle soutane blanche. Voilà, j'ai fait ça, oui. D'accord. Eh bien, écoute, super. Mais encore bravo pour ces deux bouquins. On rappelle qu'il s'est passé quand même 10 années entre les 2. Chris nous avait raconté pourquoi dans la première, que tout le monde peut réécouter sur notre chaîne YouTube. Merci. Je dirais même plus. Ouais. Vous êtes toujours sur Je dirais même plus sur Millennium, et c'est au tour de notre Damien de prendre la parole. Alors Damien, vous le savez maintenant, Jean-Claude, toi t'es pas forcément au courant. Bon, lui il en fait qu'à sa tête, il fait rien qu'à parler de cinéma, alors qu'on se tue depuis le début à lui dire qu'on est une émission de BD. Mais aujourd'hui, comme notre invité est parmi nous, l'espoir renaît. Damien va-t-il nous parler de BD, chers amis? That, my friend, is the question. Et nous allons l'avoir tout de suite, la réponse à cette inquiétante question. Même pas en rêve. C'est pas pour vous dévoiler tous nos petits secrets, mais notre rédac-chef, Gilles Larère, pour ne pas le nommer, a bien insisté et vient de le refaire. Fournier sera en studio avec nous, alors il faut que toutes les chroniques causent de lui. André m'a conseillé de chroniquer la vidéo du petit Jean-Claude par son papa, dans les archives départementales. Car, je cite, « Tu as bien parlé de cinéma, mais 1. Je suis une sainte horreur des enfants des autres. 2. Je fuis les soirées diapos et les films de vacances comme la peste. Et 3. Si je faisais ce qu'on me dit, je ne serais pas chroniqueur à la JDMP Radio. Mais comme j'ai envie d'être embauché en saison 2, je fais comme les autres chroniqueurs, pour une fois, je suis allé sur Wikipédia pour faire une chronique avec du Fournier dedans. Wikipédia, je cite. Né à Paris mais de culture bretonne, Jean-Claude Fournier est un enfant solitaire qui se passionne pour le dessin et la scène. À Lamballe, dans les Côtes d'Armor, il obtient son bac, puis revient à Paris étudier le dessin tout en suivant des cours de soir de théâtre. Et là, je dis non. D'abord, c'est aussi intéressant qu'une BD de Luc Ferry. Ensuite, le journaliste que je suis s'insurge contre ce manque de précision. Car quiconque un tant soit un peu objectif, prenant le recul déontologique de rigueur, vous dira qu'en s'étant enculé, on appelait ce département les Côtes du Nord. Et je tiens à rassurer les auditeurs outre-Kiévin, non, on n'a pas déménagé la côte de la banlieue lilloise pour venir sous le tropique du beurre salé, c'est juste une décision administrative d'identifier la région à son modèle historique hérité de Goscinny et Uderzo. Et je rassure les autres, c'est pas mon sujet de mauvaise foi du jour. Bref, Wikipédia m'apprend que notre formidable, dominical et exceptionnel invité du jour suivait des cours du soir de théâtre. Et avant de lui demander de nous en parler, je me suis laissé aller à mon travers naturel, les temporalités alternatives. Car en bon scénariste conscient des lacunes de ses proches, j'entends souvent de dramatiques confusions dans ce domaine qui intéressent 7 personnes en France, dont 2 sont dans ce studio. Je vous parlerai un jour de la relation très forte qui existe entre notre réalisateur Greg et la DeLorean de Doc Brown. Dans les temporalités, on va parler de l'utopie. Utopie, idéal de vie politique ou sociale qui ne tient pas compte de la réalité. Ça vient du mot grec ut, topos. Je suis assez mauvais en cyrillique. Ouais. C'est une représentation de société idéale opposée aux sociétés réelles et imparfaites. Exemple. Jean-Claude Fournier privilégie un choix de carrière dans les arts de la scène. Il fait montre d'une connaissance encyclopédique sur les formulaires de demande de subvention aux services culturels municipaux et abandonne le dessin. Il se laisse pousser la barbe et se complète dans l'utopie d'un projet qu'il va bientôt monter avec un copain. L'utopie est à ne pas confondre avec l'Uchronie.
L'Uchronie consiste à changer un élément de l'histoire officielle pour en déduire les conséquences et les réactions en chaîne qui peuvent prendre des proportions phénoménales. Exemple, victime d'une chute de parc-mètre, le papa de Gaston n'a pas pu se rendre à la dédicace où il devait rencontrer le petit Jean-Claude. Ce dernier, ne parvenant pas à lui montrer ses esquisses, ne rencontrera jamais son mentor André Franquin. Il ne formera jamais une génération d'auteurs bretons. Il se laisse pousser la barbe et échoue à son audition pour jouer le Rocher dans une pièce montée au Club Théâtre de Montreuil. Aigri et sombre, l'homme brisé se met en quête d'un ashram pour se soustraire au monde. Pourtant, il refuse de se raser le crâne et la barbe. Il quitte le temple en emportant un gris-gris terriblement dangereux, le fameux gris-gris du Nyokolokoba, et se venge contre le petit Gotha parisien des gens de théâtre en faisant disparaître tous les artistes de sa génération. L'histoire retiendra cela sous le nom de l'hécatombe de 2017. L'armée accule le dangereux individu dans les monts d'arrêt. Pourtant, plusieurs battus n'ont jamais permis de le retrouver. Une légende hante encore la lande les soirs de brouillard. Bon, le brouillard dans le coin, c'est les jours où il pleut pas. L'Uchronie n'est évidemment pas à confondre avec la dystopie. La dystopie, c'est une forme d'anticipation dépeignant une société sombre, dictatoriale, inéluctable et passablement kafkaïenne. Exemple, l'armée xorienne n'a pas renoncé à conquérir la Terre après le rapt d'un des leurs et le vol de son vaisseau. La Terre vit désormais sous le joug de l'autorité militaire alienne, largement plus avancée technologiquement. Dans ce contexte, le petit Jean-Claude avait suivi le conseil de son mentor André Franquin. Il renonce à reprendre le personnage de Spirou, il se laisse pousser la barbe et persiste dans la branche théâtrale. Nous sommes dans les années 70, c'est une scène expérimentale. Il est nu sur scène avec ses collègues théâtreux. Il écume les MJC de la Moussaïa de Pantin et de Mur de Bretagne avec un spectacle que la critique et le public analysent comme questionnant. Pourtant, ses racines bretonnes font de lui le parfait artisan pour les cidreries-usines ouvertes pour satisfaire la consommation d'Exoriens. On le somme de remettre son pantalon et d'aller trimer à l'usine de l'envahisseur. L'esprit frondeur, Jean-Claude mènera la résistance. On se souviendra de son action héroïque quand il a mélangé du poiré au cidre destiné à l'état-major xorien. Déçus, empoisonnés, les xoriens renonceront à conquérir la planète. Le héros fera fortune dans la vente d'apéritifs à la pomme et à la poire. Donc ça, c'est pour la dystopie. Mais tout cela n'est rien sans nos chers multiverses, où notre bonhomme pourrait vivre 1000 destins et certainement se laisser pousser la barbe dans la majorité des univers. Je vais me concentrer sur l'univers 616, le nôtre. Le petit Jean-Claude porte la barbe. Il m'écoute raconter mes divagations et je me dis que j'ai beaucoup de chance. Il pourra répondre en direct à ces deux questions. Aurait-il pu réaliser tout cela sans se laisser pousser la barbe ? Et surtout, est-ce que la fluidité de mise en scène de ses albums est un héritage de sa formation théâtrale ? Bon, alors, la barbe. La barbe, je la laisse pousser depuis que je peux avoir quelques poils au menton, tout simplement parce que je n'ai pas de menton. Moi, ça va directement de la lèvre inférieure jusqu'au nombril. Ce qui, quand on dessine des personnages comme ça, c'est signe que les personnages sont des veules, des faibles. Donc, avoir une barbe me fait un menton. C'est pas une blague. Alors ça, c'est pour la barbe. Quant au théâtre, le théâtre au cinéma d'ailleurs, hein, c'est marrant d'avoir fait remarquer parce que c'est vrai qu'à tout moment, quand je fais mes scénarios images, je fais comme si j'avais une caméra. Pour le déroulement de l'histoire, pour la mise en scène, le scénario image et tout. Donc, comme si j'avais une caméra. C'est-à-dire que je choisis toujours tel plan, je choisis toujours, avec l'obligation qu'on a bien sûr de mettre le premier personnage qui parle à gauche dans l'image, deuxième à droite, et là, la position des bulles, ça c'est un peu emmerdant, mais autrement je tiens compte de ça, c'est très cinématographique. Quant au théâtre, quand je crée un personnage en bande dessinée, je le crée exactement comme je le faisais quand je faisais du théâtre, et comme je le ferais encore si je faisais du théâtre maintenant. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai passé ça à ma fille, qui est comédienne, elle, et elle m'a dit, oui, c'est comme ça que je travaille, quoi. Et voilà. Donc, le rapport entre le théâtre et mon travail, c'est ça. Le cinéma et mon travail, c'est ça. Quant à la barbe, c'est parce que j'ai pas de menton. On sait tout. Bon, bah merci Damien. On va pouvoir clore maintenant.
Je dirais même plus. Je dirais même plus Jens et je dirais même plus Chien, c'est la dernière minute de cette dernière, je dirais même plus sur Millennium avec Greg aux manettes. Et pour nous, ça commence à sentir le sable et l'huile solaire, soyez pas jalouses et jaloux. Et d'abord, tous nos remerciements aux collaborateurs et tristes qui ont collaboré à cette émission toute l'année. Les libraires, chroniqueurs et queues invités et nos rares médiathécaires. Merci toutes et tous. Merci à nos 4 sociétaires, André, Benoît, Clotilde et Damien, pour ce marathon de quelques mois durant lesquels ils ont su maintenir une foulée énergique et volontaire. Grand merci à vous 4. Merci à Greg qui va utiliser encore une fois sa précieuse science du montage pour ramener cet enregistrement de 8h52 aux 59 minutes réglementaires. Bravo Greg. Au nom de nous tous, c'est un grand plaisir d'apprendre à te connaître et de te faire accepter nos très rares défauts. Bis et bon été l'ami. Et enfin, un super merci à tous. Nos invités de l'année, bien sûr, mais surtout, grand merci à toi, chevalier Jean-Claude, officier Jean-Claude, d'avoir accepté de clore cette première salve et de t'être déplacé depuis le Grand Est pour venir parmi nous, et ça, c'était courageux quand même. C'était super de finir l'année avec toi, et on espère bien pouvoir te retrouver pour une autre émission l'année prochaine, pour un bisu ou un roman graphique, on verra bien, et surtout, à la faveur de la sortie donc d'un nouvel album, qui sait. Et puis, en plus, t'as oublié ton bignou, donc ça... on peut dire que dans le studio, ça nous réjouirait peut-être un petit peu. Si tout va bien, on se retrouve à la rentrée pour une deuxième saison. Bon été toutes et tous, on vous embrasse bien fort. Kenavo toutes et tous. À bientôt. Merci à vous tous et Kenao. Et bonnes vacances.